Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. Au programme ce soir, les résultats du 7e tour de la Coupe de France, du basket avec Chaland et les Sables, et bien sûr le premier match de Coupe d'Europe de la Vendéenne en rink hockey. 85 chrono, c'est parti. Pour débuter cette émission, nous parlerons football, je vous le disais, avec les résultats du 7e tour de la Coupe de France. Et pour en parler, nous avons avec nous le président du district vendéen, Jean-Jacques Gazot. Bonsoir. Bonsoir. Gros chapitre basket ensuite avec Chaland qui joue un match très important en bas de tableau, choc de bas de tableau ce week-end et les Sables qui voulaient se relancer après 3 défaites. Et puis enfin focus rink hockey avec les premiers matchs de Coupe d'Europe pour nos équipes vendéennes. Et pour en parler en plateau, nous avons Erwan Debrouvert. Bonsoir Erwan. Bonsoir Paul. Ta première de la saison. Exactement. Avec nous. Et évidemment un tour d'horizon des classements et des résultats du week-end pour nos équipes vendéennes, notamment en handball et en hockey sur glace. Je vous propose de commencer par le match du week-end. C'était le match de Coupe de France entre Esnay, club de Régional 1, et l'Estac 3, actuel premier de Ligue 2. Je vous propose un retour en immersion avec les joueurs. C'est un récit d'Aurélien Huard. 25 ans qu'Esnay attendait ça, recevoir à nouveau une équipe professionnelle en Coupe de France. 2 ans après avoir affronté Libourne au 7e tour, la France d'Esnay Football retrouve les hauteurs de la compétition et le tirage leur a offert un géant, l'Estac, leader de Ligue 2, seulement 2 défaites cette saison. Entre les deux équipes, 4 divisions d'écart, Esnay tout juste promu en Régional 1, le 6e échelon national. Sentiment de joie, vous pouvez pas avoir mieux. Alors au début beaucoup de joie, puis d'un seul coup on se dit oula, oui, alors effectivement ça va pas être la même, mais voilà, super content. Nous on voulait tirer un gros et on l'a eu. Et tout de suite j'ai pensé justement à comment ça va être ici, parce que moi je pense que le plus important c'était de jouer ici. Un objectif, égaler le record du club, un 8e tour atteint en 1995. Dans cette commune de 10 000 habitants, bénévoles, salariés et licenciés sont mobilisés pour accueillir près de 3000 personnes. C'est une fierté, c'est vrai qu'en 3 ans, c'est la deuxième année consécutive qu'on fait un 7e tour de Coupe de France, donc c'est tout bénéfique pour le club. Ouais, que ce soit une belle fête, comme on dit, qu'on ne prenne pas trop de buts, parce qu'on sait que l'adversaire est Coria, c'est très fort, mais c'est la 19e équipe française. Un partout et on prendra le premier but, on égalisera sur la fin et on gagnera au pénalty. Moi c'est là que je suis allé. Pourquoi pas vous? Parce que la Coupe de France, il n'y a pas mieux comme compétition. Vous savez, il n'y a pas mieux. Les pros contre les amateurs, c'est le seul endroit où on peut le faire. Alors moi je vous pose la question. Pourquoi pas nous? Vous le méritez, vous savez faire. On a dit pas de complexe, pas de complexe. Il faut y croire, et vous pouvez. On souffre ensemble, on est la face les gars. On l'a dit à la connerie. Donc on les regarde pas, on les respecte pas. On respecte en tant qu'hommes ce qu'ils sont. Dans leur métier oui, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui c'est 50-50. Le match commence fort et Esnay est dans le coup. Beaucoup d'engagement, de l'envie. Les Rouges répondent présents sur chaque duel. Mais en face, 3 s'installent dans la moitié de terrain vendéenne et fait le siège du but de Thomas Hersault. Frappe non cadrée, arrêt, Esnay résiste. Mais à 5 minutes de la pause, premier tournant, le défenseur Teddy Richard doit sortir sur blessure. Un coup dur qui déstabilise les Vendéens. L'Estac en profite et juste avant la mi-temps, Mounaïm El Idrissi ouvre le score 1-0. Mais rien n'est terminé. C'est possible. Tout est possible. On en aura une. Il faudra y aller sur celle qu'on aura. D'accord? À 1-0 les garçons. On continue à défendre. Au retour des vestiaires, les Agésinates continuent de lutter, ils défendent beaucoup, mais ils ne lâchent rien. Et ils vont avoir une occasion pour revenir, une occasion pour rêver. Sur un long ballon dans la profondeur, Pierre Durand prend de vitesse et contourne le défenseur troyen. Il est déséquilibré dans la surface et tombe, mais l'arbitre ne siffle pas. La faute est pourtant claire. Malgré ça, Esnay continue d'y croire et tente quelques ballons longs vers la surface troyenne. Les minutes défilent. À 15 minutes du terme, première
première grosse frayeur, Clément Baranger sauve Esnay sur sa ligne. Puis à la 88e, Renaud Ripard anéantit les derniers espoirs vendéens avant que Mathis Samedi ne scelle définitivement la rencontre. Score final 3-0, fin de parcours pour Esnay. L'adversaire numéro 14 dit à la fin du match qu'il y a contact, qu'il y a potentiellement pénalty. Et c'est vrai qu'à 1-0, pénalty, on peut revenir à 1-1 et je pense que la physionomie du match n'est pas la même après. Pour le moment, j'ai plutôt une amertume par rapport à cette petite faute. Alors je ne vais pas rester fixé là-dessus, mais il faut que je la digère parce que je pense qu'il y avait une petite injustice. Après, j'ai un sentiment de fierté des joueurs, de ce qu'ils ont fait. Fierté aussi de ce que le club et les bénévoles ont proposé. Mais on a fait le match qu'on pouvait faire avec nos moyens, avec nos armes. On a fait avec ce qu'on pouvait et je pense que ce qu'on a mis en place tactiquement et ce que les joueurs ont donné correspond à ça. Et à la 88e, oui, il y a 1-0. C'est magnifique, c'est magique, c'est génial. C'est le plus important en soi aujourd'hui. Même si on a perdu 3-0, c'est tout cet environnement, cette belle fête qui fait plaisir au club et à la ville d'Esnay. Dès la semaine prochaine, retour à la Régionale 1, 4e de leur poule, les Vendéens retrouveront Vertou. Et puis un grand merci également à la Fédération Française de Football qui, vous l'avez vu, nous a fourni ces images et notamment à Nolwenn Le Hello pour les images exclusives des vestiaires. Jean-Jacques, vous étiez au stade, vous avez vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, j'ai passé un bel après-midi de football. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait l'ambiance, l'engouement, le public. Donc voilà, ce qu'on aimerait revoir chaque week-end. Et puis j'ai vu aussi un match de football intéressant où chacune des équipes, et notamment le Esnay, a joué avec ses armes. Voilà, ça n'a pas souri, mais je veux dire, au moins je pense que les joueurs ont pris plaisir, ont fait le maximum, comme le disait l'entraîneur tout à l'heure, Philippe Guillotot. Voilà, donc un bel après-midi, oui. Ouais, et puis ils n'ont pas du tout été ridicules. Ah non, pas du tout ridicule. Il y a 15-0 finalement. C'est un petit peu dommage qu'ils prennent ce but juste avant la pause. Bon, alors c'est sûr que la blessure de leur arrière a sans doute un petit peu déstabilisé le temps que chacun retrouve ses marques. Mais bon, voilà, c'est dommage. Après, effectivement, on peut revenir aussi sur le fait de jeu. D'où on est dans les tribunes. Je pense qu'on s'attendait tous à ce que l'arbitre siffle le pénalty. Bon, il l'a pas fait. Il avait sans doute ses raisons. Il était mieux placé que nous. Mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage parce que à ce moment-là, si Esnay marque, on peut pas deviner ce qui serait passé. Ils peuvent douter, pourquoi pas ? Absolument, on l'a vu dans bon nombre de matchs. Donc voilà, mais ceci dit, non, ils peuvent être fiers, ils ont montré une belle image aussi du club à travers son organisation, la ferveur du public, la tenue aussi des joueurs sur le terrain, parce que moi j'étais frappé positivement par le respect qu'ont pu avoir les joueurs, malgré peut-être des décisions un petit peu contraires, mais je veux dire vraiment un bel esprit, et ça il faut le souligner. Et puis à mentionner, ils ont fait une haie d'honneur aux joueurs de l'Estac à la fin du match, alors que normalement c'est plutôt l'inverse. Oui, c'est plutôt les pros qui font une haie d'honneur aux amateurs. C'est vrai, non, mais ça, là aussi, belle initiative, et ça témoigne, comme je disais tout à l'heure, de l'état d'esprit qui y régnait. Et je vous propose qu'on regarde les autres résultats en Coupe de France, puisqu'il y avait encore 5 clubs vendéens qui étaient en lice pour ce 7e tour de Coupe de France. Et donc vous l'avez vu, Esnay qui s'est incliné 3-0 face à l'Estac, club de Ligue 2. Les Herbiers qui se déplaçaient à Orvaux, club de Régional 1, eux se sont imposés 3-1. Fontenay aussi se sont qualifiés après un match nul 0-0, se sont imposés au tir au but 3-1 contre l'FC Chamalières. Chaland s'est incliné, première défaite pour Chaland face à Pontivy, club également de National 3. Et enfin, les Sables, au bout d'un match rocambolesque, après avoir encaissé un but dans les arrêts de jeu, ils ont égalisé dans les arrêts de jeu et se sont imposés finalement au tir au but 8-7. Ça nous fera donc 3 clubs vendéens au 8e tour de Coupe de France. Et je peux d'ores et déjà vous donner les affiches. Ça sera le week-end du 28 novembre. Fontenay recevra Châteauroux, club de National. Les Herbiers se déplacera au stade Planbécois, club de Régional 1. Et les Sables recevront Plouvorne, club de Régional 1 également. Il y a la place pour encore avoir un club vendéen au prochain tour. Et puis toujours en football et toujours en Coupe de France, petit détour chez les féminines qui se sont imposées au tir au but contre Orvaux dans un match de cadrage organisé par la Ligue afin de pallier à des erreurs de comptabilisation pour les qualifier dans ce premier tour fédéral. Jean-Jacques, on l'a vu, encore 3 clubs vendéens à la qualifier pour le 8e tour de Coupe de France.
la Vendée arrive toujours à placer des clubs à ce stade de la compétition. Oui, la Vendée et la Coupe de France, c'est une longue histoire. Bon, tout le monde se souvient de l'épopée des Herbiers. Il y a eu aussi le Poiré-sur-Vie, il y a eu Fontenay il y a quelques années. Bon, Esnay, il y a 2 ans l'année dernière. Donc oui, la Coupe de France en Vendée, voilà, ça nous porte chance. Donc 3 clubs, bon, on pouvait en espérer 4. Bon, sans doute que Chaland est un petit peu déçu compte tenu de son début de saison, des résultats jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'ils espéraient mieux, mais bon, voilà. C'est le sport. Juste une petite précision, on parlait de la Coupe de France féminine tout à l'heure, donc effectivement La Roche-et-Sceaux, tour de cadrage. Alors c'était pas organisé par la Ligue. C'est la fédération ? C'est la fédération. C'est la fédération qui a fait une erreur de comptabilisation et donc c'est ce qui explique le tour de cadrage. Voilà, c'est juste pour remettre les choses parce que bon, il y a eu suffisamment déjà de polémiques autour de ce match, donc n'en rajoutons pas. N'en rajoutons pas. Et donc je le disais, qu'ils sont imposés au tir au but après un match nul face à. Donc il y aura un deuxième club avec Saint-Georges-de-Montaigu aussi. C'est ça, donc ça nous fera 2 clubs chez les féminines. Et puis dans le même temps aussi, il y a 3 clubs vendéens qui sont à la finale régionale de la Gambardella. Donc voilà, ça démontre la belle santé du football vendéen. Et ben justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que le foot en Vendée, est-ce qu'il va bien ? Le foot en Vendée va bien. Le foot en Vendée va bien. Bon, je veux dire, même si on accuse actuellement une petite baisse des effectifs, mais bon, quand on regarde un petit peu le territoire national, c'est quelque chose de général, notamment au niveau du foot des enfants. Mais globalement, donc le foot va bien. Bon, les équipes vendéennes se comportent très bien, que ce soit au niveau national, que ce soit en régional avec Esnay, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi Maraille. Voilà, donc non, une bonne santé au niveau du foot féminin. Bon, quelques petits problème d'incivilité, mais bon, ça c'est propre qu'au football. Hein. Je pense qu'il y a un certain nombre de disciplines qui doivent faire face à ce type de comportement, notamment autour du terrain. Mais bon, on s'y attelle et j'espère que les choses vont s'apaiser. Mais on l'a vu samedi dernier, je veux dire, là aussi, c'est possible de bien se comporter sur un terrain et c'est possible de bien se comporter autour des terrains. Oui, parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Absolument. Et beaucoup de fair play des 2 côtés. Tout à fait, On a vu un beau match de foot. Et puis ces incivilités, on en reparlera en plateau. Hein. Alors peut-être sûrement début d'année prochaine, parce qu'il y a des vrais problèmes au bord des terrains, que ce soit avec les parents, mais aussi pour les arbitres. Oui, tout à fait. On a eu quelques soucis en fin de saison dernière et puis en ce début de saison. Donc ça nous a amené effectivement à faire un communiqué. Bon, mais la fédération est consciente un petit peu de tout cela. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en début d'année concernant la tenue des matchs et notamment la protection des arbitres. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà, j'espère que ça portera ses fruits là aussi. Mais bon, faut relativiser quand même sur le nombre de matchs qu'on a chaque week-end. Et quand on fait le bilan à la fin de la saison, c'est quoi ? C'est 1,5-2% des matchs qui sont concernés. Donc, mais c'est beaucoup trop, bien sûr, c'est beaucoup trop. Et quand un arbitre est agressé, c'est absolument anormal et ça doit être sanctionné fortement. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises. Donc on va voir. J'espère que maintenant la raison l'emportera. Eh ben, j'avais une question, on va passer un peu du tout au tout, on va pas parler d'incivilité. On a quand même beaucoup de clubs en Vendée au niveau national. Oui. On l'a vu, 2 clubs en National 2, on a beaucoup de clubs en National 3, des clubs en Régional. Oui. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas un club qui a émergé au niveau professionnel, en National ou en Ligue 2 ? Alors comment on peut l'expliquer ? Bon, déjà qu'il y ait beaucoup de clubs, bon, c'est un petit peu c'est la Vendée, quoi. C'est la Vendée, c'est-à-dire que des territoires dynamiques, des espaces économiques relativement forts, des entreprises un petit peu implantées partout sur le territoire. Donc voilà. Donc bon, après, pour qu'il y ait un grand club, il faut qu'il y ait un projet, d'abord un projet collectif à la fois sportif, un projet aussi économique, un projet aussi au niveau des collectivités, et puis il faut rassembler les hommes. Et bon, voilà, donc maintenant, vous savez, j'ai toujours dit, bon, oui, un grand club en Vendée. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur le territoire, les territoires voisins, quand je regarde en Maine-et-Loire, quand je regarde en Loire-Atlantique, en Sarthe, en Mayenne, ils ont un grand club de Ligue 1, un grand club de Ligue 2. Mais autour, il y a peu de clubs. Et nous, on a la chance d'avoir un territoire dynamique avec effectivement des clubs dynamiques, une représentativité du territoire importante. Alors oui, peut-être qu'il faudra un grand club, oui, peut-être, mais bon, après, je veux dire, je suis pas... le district peut émettre ce vœu, mais après, il faut que les gens se rassemblent, discutent et puis voilà, réfléchissent ensemble. Eh bien, un grand club, en tout cas, en basket, il y en a un.
le club de Chaland en Élite 2 qui recevait ce week-end, je vous le disais tout à l'heure, pour un match très important de bas de tableau, recevait Évreux, 19e contre le 20e. Et puis après un début de saison compliqué avec une seule victoire en 10 rencontres, les Vendéens espéraient enfin lancer une bonne dynamique devant leur public. Mais le match démarre mal, beaucoup de maladresse, trop d'imprécision. Et les Normands prennent rapidement les commandes du match. Encore cette perte de balle. Chaland manque des paniers pourtant abordables, accumule les échecs au tir et laisse Évreux dérouler son basket. Sébastien Lambert s'agace avec les arbitres et ça aura des conséquences. Je vous promets, retenez-le. À la pause, les visiteurs sont devant assez largement, 43-35, plus 8 en faveur d'Évreux. Malgré forcément des points inscrits côté Chaland, ce que je vous disais tout à l'heure, au retour des vestiaires, rien ne change. L'adresse chalandaise reste trop faible, notamment à 3 points et au lancer franc, seulement 50% de réussite. En face, Évreux continue de maîtriser son sujet et creuse l'écart jusqu'à plus 19 à la 28e minute, 61-42. Mais malgré tout, les Vendéens s'accrochent par séquence et grâce à quelques éclairs et poussés par une salle Michel Vrignot bouillante, ils parviennent à relancer petit à petit le suspense, si bien qu'à 3 minutes de la fin, le VCB revient à -6. Puis même à -4 et à 1 minute 40 du buzzer, l'espoir renaît, le public y croit. On pense que Chaland peut aller chercher cette victoire, notamment après ce panier à 3 points. Mais vous allez le voir sur cette action, ce contre va stopper net la remontée vendéenne. Et puis dans la tension du match, le coach Sébastien Lambert, je vous le disais tout à l'heure, est même expulsé après une seconde faute technique. Et Chaland ne parviendra pas à renverser la vapeur et s'incline donc 86-79, une 10e défaite en 11 matchs, lourde de conséquences pour une équipe qui apprend donc forcément dans la douleur les exigences de l'élite 2. Je vous propose d'écouter les réactions d'après-match avec donc forcément le coach adjoint au micro de Cédric Manet. Notre début de match est complètement à côté de la plaque, on passe à côté dans l'agressivité, on le voit en termes de nombre de lancers francs tirés d'un côté et de l'autre, il y a une différence énorme. Ça part de l'agressivité, on n'y est pas offensivement dans notre agressivité offensive. Et puis voilà, on a passé 3 quarts temps à ne pas enflammer cette salle qui attendait que ça. À déjouer, on l'a vu dès le départ, hein, c'était fébrile, c'était un peu tendu et on n'a jamais réussi à se lâcher et faire en sorte de se libérer complètement. On sait très bien qu'on est capable de faire tout le contraire. On l'a bien montré à tout le monde la semaine dernière. On a montré que peu importe ce qu'il y avait qui en face de nous, on pouvait déranger n'importe quelle équipe. Et je pense qu'on l'a très très bien montré contre Orléans. Maintenant, ça ne suffit pas de le faire sur un match. On va essayer de se servir on va faire en sorte de se servir de ce match-là pour se relever. De toute façon, on n'a pas trop de choix en soi. C'est une bataille qu'on a gagnée. Une bataille contre un adversaire direct contre qui on va lutter encore cette saison forcément, mais on n'a pas gagné la guerre, vraiment pas. Je crois que Chaland a joué des gros morceaux comme nous. La différence, c'est que nous, on n'a pas encore joué à Orléans. Eux, les ont joués. Mais croyez-moi, pour l'avoir vécu la saison dernière, il ne faut rien lâcher. Et connaissant très bien Seb, il ne va rien lâcher. C'est sûr que ça fait énormément de bien. Surtout qu'on est parti la chercher avec la manière. On savait que ça n'allait pas être un match très simple, parce qu'ils sont dans la même position que nous. On savait que ça allait être compliqué à les chercher parce qu'ils ont un public qui est très très derrière eux. Le game plan qu'on avait, on l'a exécuté à la perfection et aujourd'hui on est parti avec la victoire. Et donc au classement de ce championnat d'élite 2, la 2e division de basket, Chaland reste dernier, vous allez le voir, et seul club pour l'instant encore à une victoire. Et donc leur adversaire du soir reste devant. Il va falloir réagir pour les Chalandais, mais vous les connaissez, ils ne lâcheront rien. Continuons notre chapitre basket. En National 1, cette fois, 12e journée, les Sables recevaient Vitré. Après 3 défaites d'affilée, les Sablés voulaient se relancer. En face, les Vitréens, eux aussi, ont enchaîné plusieurs défaites. Et le début de match est assez timide. Les deux équipes se jaugent. Globalement, ce sont plutôt les défenses qui prennent le pas sur les offensives. Et à la fin du premier quart-temps, c'est Vitré qui est devant d'un léger point, 14-15. Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes se laissent un peu plus de place. Et à ce jeu, ce sont les Sablés qui en profitent avec 24 points marqués. Ils reprennent un petit point d'avance, ce qui fait qu'à la mi-temps, on est à 38-37. Mais vous allez le voir, les Sablés ne vont rien lâcher. Encore un panier à 3 points. Et je vous le disais donc à la mi-temps, 38-37 en faveur des Sablés.
Et au retour des vestiaires, la physionomie reste la même si cette fois ce sont les Vitréens. Petit problème, attention au tableau d'affichage, c'est bien 38-37. Et donc au retour des vestiaires, la physionomie reste la même si cette fois ce sont les Vitréens qui font une meilleure impression, un peu plus juste devant, notamment dans la raquette, mais également à 3 points grâce à leur super scoreur, vous allez le voir. Jules JB, impressionnant, qui finira la rencontre avec presque 30 points, 28 points marqués pour lui ce soir-là face au Sable. Vitré reprend donc encore un petit point d'avance à 10 minutes de la fin, et c'est dans le dernier quart-temps que tout va se décider, et alors qu'ils sont moins nombreux, qu'ils ont la possibilité de moins faire tourner, les Vitréens se montrent beaucoup plus tranchants devant, les Sablés commettent plusieurs erreurs et sont beaucoup moins tranchants qu'on a pu les connaître en début de saison. Et il reste 1 minute 30 à jouer et les Sablés y croient encore grâce à cette action de Ludovic Martel qui obtient la faute et sur ce shoot récupère le ballon, remet en 2 points, réobtient la faute, ce qui permet aux Sablés de revenir, mais Jules JB va anéantir directement les espoirs Sablés, défaite 84-76 à la maison, 4e défaite d'affilée pour les Sables, et je vous propose d'écouter les acteurs du match. Ouais, ce soir il y a eu trop de gens qui ont regardé les temps de jeu, qui ont oublié de mettre de l'intensité, alors que je pense que c'était une des clés du match. Quand tu es fatigué, le signe, la croix, le changement, on sait faire. Là, ce soir, j'ai une équipe qui doit avoir un problème au niveau de l'épaule parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Il faut arrêter de se regarder et remettre les mains dans le cambouis et aller mettre un maximum d'énergie, d'intensité sur tous ces petits basiques qui font qu'on gagne des matchs. Il faut aussi vivre des moments compliqués pour faire des grandes saisons. Et à nous de nous relever, on verra de quel bois sont faits les mecs. On n'a pas réussi à retrouver nos rebonds offensifs, on n'a pas réussi à retrouver nos interceptions, on n'a pas réussi à retrouver notre attaque sur jeu de relance. Donc hyper compliqué lorsqu'une équipe s'installe, elle se met en confiance de bout en bout. Et elle fait vraiment mal cette défaite. Hein. Elle fait vraiment mal, elle fait vraiment mal parce qu'on revient à effectif complet. Donc on a de la confiance, peut-être même un surplus de confiance, je sais pas, mais il manque beaucoup trop d'ingrédients, une prestation beaucoup trop famélique dans tous les aspects pour essayer de gagner. Ce soir on a vu qu'on était capable en 40 minutes, même si on fait des erreurs, d'être constant. Et offensivement, c'est ce qui fait la différence avec les matchs précédents à l'extérieur, c'est qu'on est capable de gérer le tempo, de dissocier le jeu rapide des moments où on doit travailler un petit peu plus, faire circuler le ballon. Et ce soir, je trouve qu'on a été plutôt bon dans la gestion du ballon. Ce soir, on avait de l'adresse, c'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça tombe pour nous, il faut prendre, c'est important. On a montré du caractère surtout, on a su mettre les choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Donc c'est important de ne jamais lâcher, quoi. Regardons donc le classement de cette Nationale 1 avec 4 défaites d'affilée. Donc les Sables forcément reculent un petit peu au classement. Ils sont 7e avec 19 points, mais toujours bien placés, toujours dans les 7 premiers pour disputer la seconde partie de saison, la phase haute. Descendons d'un échelon en Nationale 2. Montaigu s'est incliné à Brissac 89-60, grosse défaite. Et donc au classement, les Montacutins reculent eux aussi à la 7e place, mais vous le voyez, restent très proches du podium. Chez les femmes, en Nationale 2, le Smash continue d'impressionner avec une nouvelle victoire au Stade Rochelet, 72-54, qui leur permet de monter à la 3e place et d'être sur le podium. Les espoirs lyonnaises, elles, sont toujours dernières. Passons au rink hockey maintenant avec Erwan. La Vendéenne faisait son entrée en Coupe d'Europe. Je te propose qu'on fasse le résumé du match et puis qu'on en parle juste après. La WSE Trophy samedi face aux Italiens de Giovinazzo. Après un début de match intense, ce sont les locaux qui ouvrent logiquement le score grâce à leur capitaine. Toujours lui, Nathan Jefflot, 17e minute de jeu sur cette action. Vous allez le voir. Grosse frappe, un peu contrée. Le reste de la première mi-temps est globalement maîtrisé par les locaux. Et à la pause, c'est les Vendéens qui mènent 1-0. Mais le match reste très ouvert. Attention, avec des occasions de part et d'autre. Rien n'est encore fait. La seconde période démarre sur un coup dur pour les Vendéens. Un carton bleu infligé à Amaury Alanik qui laisse en infériorité numérique ses coéquipiers. Et les Italiens n'en demandaient pas autant et vont en profiter immédiatement et marquent 2 fois coup sur coup, 29e et 30e minute. Ce qui fait que sur cette relance ratée là que vous allez voir, les Italiens repassent devant, passent tout simplement même devant, 2-1 pour eux. Les Lyonnais sont un petit peu sonnés, mais ne baissent pas les bras. Les minutes défilent, mais heureusement, encore lui, Nathan Jefflot, 37e minute,
Et on approche de la fin de match, il inscrit à doubler et permet à son équipe d'aller chercher le match nul. Et malgré 2 périodes, en première mi-temps notamment de supériorité numérique qui aurait pu permettre aux Rouges et Noirs de prendre l'avantage, la finition n'était pas au rendez-vous. Et en fin de rencontre, c'est le gardien lyonnais qui va s'illustrer et permettre aux siens de conserver ce match nul. 8e de finale retour dans 2 semaines en Italie pour la Vendéenne à Giovinazzo. C'est ce match nul, Erwan, 2-2, un peu frustrant quand même pour les Lyonnais. Ouais, frustrant par rapport à la physionomie du match. Après, comme on disait en off, c'est vrai qu'ils ont joué mardi face à Kéver, qui a été un match où ils ont laissé beaucoup de force dans la bataille. Il a été frustrant aussi parce que la Vendéenne s'est retrouvée 2 fois en infériorité numérique et n'a pas marqué. Giovinazzo s'est retrouvé 1 fois et a marqué. Et les règles ont changé cette année. Avant, en 4 contre 3, dès qu'il y avait but, on repassait en 4 contre 4. Et là, dorénavant, c'est pas le cas. Donc ça aurait pu être une occasion, en tous les cas, de pouvoir passer devant et largement au score. Ça n'a pas été fait. On a senti pas mal de frustration chez les joueurs et même dans le staff et même dans le public, un peu tout le monde. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est que même en faisant un mauvais match, il y a 2-2 et le match n'est pas perdu. Donc ils vont aller à Giovinazzo avec toutes les chances, en tous les cas, de leur côté pour pouvoir se qualifier. Ouais. Je propose qu'on écoute justement Nathan Geofflot, le coach de la Vendéenne et le coach italien. Un carton bleu un peu bête et qui nous fait mal parce qu'on prend les 2 buts en infériorité. On sait qu'avec cette nouvelle règle, les infériorités sont très, très importantes. Donc on voit la différence. Nous, on a eu 2 supériorités où on n'a pas marqué et ils en ont eu une où ils ont mis 2 buts. Donc ça fait un score de 2-2 alors que ça aurait pu faire 4-0. Mais donc un peu décevant sur ce point-là. Ouais. On avait peu d'informations sur eux. Au final, c'est une équipe qu'on n'a jamais joué avec beaucoup de joueurs nouveaux dans leur équipe. Donc c'était un peu l'inconnu. Aujourd'hui, on a un match solide qu'on peut analyser pour dans 2 semaines. Je ne vais pas faire un bon match parce que les tactiques, il y a 3 ou 4 joueurs qui n'ont fait ou qui, moi, expliquent mal les tactiques, ou ils ne comprennent pas. C'est un jour que c'est pas mal pour nous en termes d'équipe, mais c'est contre une équipe qui joue des manoirs différents que l'équipe de France. Et c'est un match de Coupe d'Europe. Voilà, le match de retour pour gagner et pour continuer le WS Trophy, que c'est un objectif de la saison. Nous venons de traverser une période un peu particulière en championnat, donc ce match était important pour nous permettre de nous relancer. On savait que cette confrontation se jouerait sur le long terme, sur les 2 matchs et sur l'ensemble des 100 minutes. Ce match nul est parfait pour nous. On ramène le résultat à la maison en espérant profiter de l'avantage du terrain au retour. Quoi qu'il en soit, félicitations à la Vendéenne. C'était vraiment un plaisir de jouer dans cette salle. Il y avait 2 belles équipes sur le parquet et je pense que le public a assisté à un très beau spectacle. Un spettacolo importante per il pubblico. 2 salles, 2 ambiances, globalement. Les Italiens qui étaient contents de venir chercher ce match nul, qui reste sur un début de saison un peu compliqué. Puis les Lyonnais qui, eux, sont sur 6 matchs, 6 victoires, qui sont un peu déçus de laisser échapper ce match nul. Exactement, ouais, tout à fait. On retrouve, ils étaient dans des dynamiques qui étaient complètement différentes, mais néanmoins, ça reste la Coupe d'Europe, ça reste des matchs qui sont extrêmement importants à jouer. Les joueurs les jouent à 100% et du côté italien, il y a des très bons joueurs. Alors même s'ils n'ont pas une équipe de 8 joueurs entre guillemets homogènes, ils ont quand même un gros carré. Donc ils ont fait avec beaucoup d'expérience, donc ils ont fait le match qu'il fallait faire pour pouvoir, eux, se donner le maximum de chances de leur côté à domicile. Ouais. Ça, c'était le match 8e de finale aller. Il y a le retour là-bas en Italie. Ouais. Ça va pas être facile d'aller jouer là-bas. Non, ça va pas être facile, mais comme on disait, nous en équipe française, on sait pas faire. Donc avoir un but d'avance, en avoir 2, on sait pas faire. On a tendance à s'endormir. Là, pour le coup, la Vendéenne va être obligée de gagner quoi qu'il arrive. Donc ils vont aussi se servir de ce match-là pour voir ce qui a potentiellement été mal fait et bien fait aussi. Mais maintenant, ça va être à eux de devoir se donner au maximum, comme ils savent très bien le faire depuis le début de saison, pour pouvoir aller se qualifier là-bas, qui serait une très belle victoire.
Et puis autre club vendéen aussi qui joue cette WSE Trophy, donc la 3e Coupe d'Europe, c'est le Poiré Roller qui se déplaçait en Espagne dans la banlieue de Barcelone à Saint-Just. Défaite 3-2 pour eux, défaite plutôt logique face à l'un des favoris, tu le disais. Ouais, c'est une équipe qui est quand même assez costaud de Saint-Just et c'est un très beau résultat que réalise le Poiré qui vont les recevoir du coup chez eux. Donc le Poiré se donne le droit de rêver et ça va, nul doute que ça va donner vraiment un super match à la Montpellière. Et oui, Saint-Just, on le disait, effectivement, il y a Saint-Just, il y a Giovinazzo, il y a la Vendéenne, il y a plusieurs équipes françaises qui peuvent prétendre au Final Four. Donc ce serait vraiment un très bel exploit que le Poiré ferait en éliminant Saint-Just. Ouais. Alors que le Poiré, eux, réalise un début de saison un peu plus mitigé. Hein. C'est 2 défaites, 1 nul, 3 défaites, 1 nul, 2 victoires. Non, 2 défaites, 1 nul, 3 victoires en championnat. C'est un peu plus compliqué pour eux, là, ce début de saison. Oui, après, on a joué que 6 matchs. Le Poiré a rencontré aussi des grosses équipes. Ils sont 8e, mais on voit très bien dans le classement que ça s'est détaché. Hein. Il y a vraiment un groupe derrière avec des équipes qui sont à 0, 3 points, un groupe devant entre 8 et 10, 12 points, et puis un groupe encore devant avec au-delà des 15 points. Donc le Poiré sera dans la bataille toujours pour jouer le milieu de tableau. Ils ont une équipe aussi qui a pas mal changé avec l'apport de nouveaux joueurs. Donc le temps que la mayonnaise prenne, il va forcément y avoir un petit peu de temps, mais ils seront là. Il n'y a pas de doute, ils seront là. Un petit pronostic là pour les matchs retour à Giovinazzo et puis le Poiré qui accueille Saint-Just. Bon, on va être chauvin, on va dire que le Poiré va gagner au tir au but ou même 4-2 à la maison sur une frappe à la dernière seconde et puis la Vendéenne va aller gagner 8-2 à Giovinazzo parce que ça sera trop facile et qu'ils auront mis les ingrédients. Bon, on leur souhaite 8-2, on le souhaite aux deux équipes vendéennes. C'est un bon résultat. Eh bien, je propose qu'on reste en hockey, mais cette fois on va passer sur glace, pas sur parquet. Le Hogli, les Lyonnais se sont imposés 5-3 contre Paris à Paris. Début de saison excellent pour les Lyonnais qui, vous le voyez, sont 2e ex-aequo avec 15 points et qu'on recevra d'ailleurs en plateau la semaine prochaine. Et puis en roller hockey, les Ducks de Mouilleron se sont inclinés 10-3 en 32e de Coupe de France contre Saint-Médard, club de National 1. On enchaîne directement avec le rugby dans un duel de haut de classement. Le FCY a battu Rion-les-Landes 22-7 et monte donc sur le podium. 5e victoire consécutive pour les Lyonnais. Les Sablés se sont inclinés 36-3 à Mérignac et descendent, vous le voyez, à la 9e place. Mais ils restent quand même assez largement devant le 11e qui est à 11 points. Vous le savez, désormais, tous les lundis, vous pouvez retrouver l'entretien sport de 85 chrono, dans lequel on vous fait découvrir des sportifs vendéens ou des personnalités sportives vendéennes. Cette semaine, je vous propose justement d'écouter un extrait de notre entretien avec Océane Lucas, championne de wave ski. C'est génial d'avoir un palmarès comme ça, avoir gagné des compétitions, c'est toujours assez fabuleux parce que c'est la consécration de travail aussi qu'on donne tout au long de l'année. Puis derrière ça, c'est aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'emmener des jeunes aussi avec moi du club et puis de leur partager ma passion et de leur apprendre les joies de la compétition ou du loisir, hein, parce que tout le monde n'aime pas faire des compétitions, mais dans les deux cas, c'est quand même des beaux moments de partage à chaque fois. Oui, je suis en équipe de France depuis 2016. J'ai été double championne du monde en 2018. Ensuite, j'ai gagné les championnats d'Europe en 2019 et en 2023. Et j'ai eu plusieurs titres de championne de France. Et là, la dernière compétition, c'était les championnats d'Europe en Irlande cette année, où j'ai fait 3e. Et l'entretien est évidemment à retrouver sur tvvendée.fr. Un petit mot de boxe taille. La Vendéenne Matrice Groul a remporté la Coupe de France amateur dans sa catégorie classée des moins de 70 kg. Et Tanguy Graton, lui, s'est hissé en finale du championnat d'Europe en moins de 71 kg. Donc les deux adhérents du club de Muay Thai Fight 85 qu'on salue. Un petit mot de handball également. La Roche a réalisé un exploit remarquable ce week-end. Victoire contre Le Havre 29-36, club portant de première division en Coupe de France. Et puis chez les hommes, vous le voyez, Pouzauges s'est imposé assez largement 41-21 contre Zibero Sport Tardé, ce qui leur permet de rester en haut de classement et donc à la 4e place avec 18 points à ex-aequo avec le 3e. Enfin, du volley. Pour conclure cette émission, Montaigu a réalisé un gros match contre les leaders tourangeaux, 3-7-2, mais reste malgré tout dernier. Et puis chez les femmes, toujours en National 3, les Landes-Guenusson continuent sur leur lancée. Nouvelle victoire 3-0 contre Coulennes, tandis que La Roche reste dernier après une défaite 3-0 à Orléans.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux, messieurs, d'être venus sur notre plateau. C'est donc la fin de cette émission. Elle est à retrouver en replay sur tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Jeff, Marion et puis Olivier en régie. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine.